Placez les points 1, 2, 3, 3', 4, 5, 6 sur le diagramme des frigoristes et tracez le cycle parcouru par le fluide. Donc là, on avait tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était ultra redondant. Alors moi, ce que j'ai regardé en premier pour le dessiner, ce sont... Alors d'abord les pressions. Regardez les pressions. En fait, tout va se passer entre deux isobars. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais que vous preniez 5, 6, 1, vous avez la même pression, 2,9 bars, et 2, 3, 3', 4, vous avez aussi la même pression. En plus, vous avez quelques températures particulières, par exemple de 5 à 6. Donc de 5 à 6, c'était la vaporisation. Alors, où est-ce qu'on peut commencer le cycle? Moi, j'ai envie de le commencer en 6, hein, sur le point 6, parce qu'on nous dit que X, donc X, c'est la fraction molaire, la fraction massique, c'est la même. En vapeur, c'était X égale 1. Donc le point 6, il est là. Il n'y a pas de doute. Donc il est à l'intersection de l'isotherme à 0 degré Celsius, 273 Kelvin. Il est là. C'est le point 6. Il faut prendre un point de départ quand vous commencez ce cycle. Je ne dis pas que c'était la seule possibilité, mais nous, avec notre petite photocopieuse partielle, là, notre photocopie qui n'est pas complète du dessin, je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratique, parce qu'on n'arrive même pas à lire les enthalpies, nous, en bas, donc on n'a même pas les valeurs des enthalpies. Hein, évidemment, sur le diagramme d'origine, vous avez tout, c'est en couleur et tout, c'est très joli, mais là, on fait avec les moyens du bord, mais c'est aussi un moyen de se débrouiller avec notre photocopieuse. Donc, on a le point 6 ici. Et ensuite, donc, on a le point, alors de 6 à 1, on a le gaz se réchauffe de façon isobare jusqu'à l'entrée du compresseur et la température va augmenter. Donc, on passe de 273 Kelvin à 285 Kelvin, c'est-à-dire 12 degrés Celsius. Donc, quelque part ici, vous avez l'isotherme à 12 degrés Celsius, hein, qui est un plateau, et qui va donc venir faire cette intersection avec, donc ça c'est le point 1. Ensuite, on va avoir une compression. Donc là, c'est une compression isentropique, donc il faut qu'on suive les courbes isentropiques, hein, qui ressemblent un peu limite à des droites comme ça, un peu inclinées. Donc là, ensuite, on va s'arrêter au point... Donc au point 2, qui est la fin de la compression isentropique. Donc ça, c'est la phase coûteuse du cycle. Et on aboutit à la température 44 degrés Celsius. Hein, donc là aussi, voilà, on n'a peut-être pas 44 degrés Celsius, mais voilà, on est sur le plateau. Enfin, on n'est pas sur le plateau d'ailleurs, parce que voilà, ça fait plutôt comme ça. C'est à l'intersection de l'isotherme. Donc il faut faire des courbes un peu parallèles. Hein, donc ça, c'est le point 2. Oui, on a 40 et 50. Hein, donc 44, c'est presque à mi-chemin entre 40 et 50. Donc vous faites une courbe isotherme à mi-chemin entre 40 et 50. Donc on est bien dans la zone vapeur sèche. Regardez, c'était vraiment sympa. Et puis après... Oui, on peut aussi voir ça par rapport à la pression, hein, parce qu'en fait, la pression, maintenant, on va se placer sur une isobare pour toutes les transformations qui vont intervenir. Donc, on est à l'isobare. Donc là, la pression ici, hein, si on arrive à la lire, ce qui n'est pas évident, c'est 2,9 bars. Et là, maintenant, c'est 6,8 bars. Et donc, on va avoir la phase de 2 à 2'. Non, ça ne s'appelle pas 2', ça s'appelle 3. De 2 à 3. Donc le gaz se refroidit de façon isobare jusqu'au condenseur. Au point 3, le gaz est assimilé à la vapeur saturante sèche. Vous vous souvenez ce que ça veut dire, vapeur saturante sèche? Ça signifie qu'elle est à la fois sèche et saturante. Pourquoi? Parce que vous êtes à la limite de l'apparition de la première goutte de liquide. Hein, c'est là qu'on est. Et puis après, donc vous allez jusque
3'. Attention, ce n'est pas le condensateur, hein, mais c'est le condenseur. Je le vois tellement souvent, ça, que notez-le bien. Ce n'est pas le condensateur, mais le condenseur. De 3' à 4, on se refroidit jusqu'au détendeur. Donc, on est dans la phase liquide. Et ensuite, on a la détente de Joule Kelvin jusqu'au point 5. Et la boucle est bouclée. Alors, on a un cycle récepteur. Je vous rappelle aussi l'histoire des sens de parcours. Les cycles moteurs dans le diagramme PV, et d'ailleurs, c'est le même sens de parcours dans le diagramme TS. Hein, ici, c'est un diagramme PV. C'est comme ça les cycles récepteurs, c'est comme ça. Les cycles moteurs, c'est comme ça. Donc, on a bien le bon sens de parcours. Et donc, on identifie évaporateur, compresseur, condenseur, détendeur. Contact avec la source chaude, contact avec la source froide. Est-ce que ça va pour tout le monde, le cycle? Évidemment, c'est le cœur de cette épreuve, c'est de tracer correctement le cycle. 2B3. Petit a, lors du changement d'état de A vers B, donc c'est une question assez générale, d'un corps pur à la température T, quelle relation a-t-on entre ce qu'on appelle donc l'entropie de changement d'état et l'enthalpie de changement d'état? Alors, j'imagine que vous connaissez la relation par cœur. Est-ce qu'il faut ici la démontrer? Je pense quand même que oui. Bon, c'était dit quelle relation a-t-on? Déjà, vous pouvez faire ça par analyse dimensionnelle. Ça, c'est une variation d'entropie massique. Quelle est l'unité de l'entropie? Attention, ne vous trompez pas. Des joules, Kelvin moins 1, et ici, comme c'est massique, kilogramme moins 1. Donc, ça va faire la variation d'enthalpie massique. Attention, là aussi, ne confondez pas entropie, enthalpie. Bon, on n'en est plus là. Divisé par la température. Est-ce que vous êtes capable de démontrer ça? Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, comment ça se démontre? Ça se démontre sur un changement d'état, je ne vais pas tout écrire au tableau, ça se démontre sur un changement d'état réversible. Qu'est-ce que ça veut dire un changement d'état réversible? C'est un changement d'état à la fois isotherme et isobare. C'est possible. On a vu tout à l'heure que sur le palier, parce que les deux phases coexistent, c'est possible d'être à la fois isotherme et isobare. Et pour qu'un changement d'état soit réversible, il faut qu'il soit à la fois isotherme et isobare. Mais alors, s'il est isobare, on sait que sur une isobare, le transfert thermique sur la transformation, c'est la variation d'enthalpie. Ça, c'est parce que c'est isobare. Il faut écrire transfert, il faut écrire changement d'état, réversible, isotherme, isobare. Il faut l'écrire. Et donc, parce que c'est isobare, le transfert thermique, c'est la variation d'enthalpie. Et parce que c'est réversible, alors attention, l'entropie échangée, l'entropie créée ne sont pas des fonctions d'état. Donc surtout, ne mettez pas de delta SE, de delta SC, parce que là, autant la variation d'entropie ne dépend pas du caractère réversible ou pas de la transformation, autant la répartition entre entropie créée et entropie échangée dépend du caractère réversible ou non de la transformation. Vous avez fait l'hypothèse que c'était réversible pour faire le petit raisonnement. Vous avez le droit de le faire, bien sûr. Donc c'est réversible, donc c'est l'entropie échangée. L'entropie échangée, c'est Q sur T des sources, mais comme c'est réversible, et que c'est isotherme, la température des sources, c'est aussi la température du système. Et donc, ça fait delta H AB sur T. On a fait la démo sur une transformation particulière, qui n'est pas la généralité. Tous les changements d'état et de loin ne sont pas réversibles, isotherme, isobare. Mais comme maintenant, on a abouti à une relation entre fonctions d'état, entre paramètres d'état, on peut oublier la façon dont on l'a démontré sur une transformation réversible, de la même manière que l'identité thermodynamique, vous la démontrez sur une transformation réversible, mais après vous pouvez oublier que c'est sur une transformation réversible. C'est toujours vrai parce que c'est une relation entre fonctions d'état et paramètres d'état. C'est ça un petit peu l'astuce. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des petites démos importantes qui ont généralement assez peu de succès. Alors, on nous dit vérifier que ça marche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre le tableau qui nous est donné, calculer, par exemple, pour la condensation, c'était pour quelle étape?
On nous disait pour une étape particulière T égale 299 Kelvin. Donc ça, c'était la partie condensation. Ça doit être de 3 à 3'. Donc on peut calculer d'une part delta H sur T et d'autre part delta S en prenant le tableau parce qu'on avait les entropies et vérifier que ça nous donne bien des valeurs qui ont pratiquement la même chose. Donc si on fait un calcul direct de delta HB sur T, donc on prenait l'enthalpie entre 3' et 3 et on divisait par la température en Kelvin et on peut aussi faire donc le calcul pour delta S et le lire directement. C'est 3', 3. 3 moins 3'. Alors, on peut le calculer comme on veut. Delta H, 3', 3 sur T. Donc ça va être positif. Ce n'est pas le sens réel de parcours, mais on a le droit de calculer cette variation dans le sens qu'on veut. Et ça, ce sera delta S, 3', 3. Donc c'est pour une vaporisation de 3' à 3, parce qu'en 3' vous avez du liquide saturant et en 3 vous avez de la vapeur sèche saturante. Un écart relatif en pourcentage de 1,6%. Voilà. Donc ça marche bien. Alors petit c. Donc déterminer graphiquement l'enthalpie. Donc ça c'est toutes des exploitations du diagramme des frigoristes. Donc je reviens à notre cycle. On nous demande de déterminer graphiquement la valeur de l'enthalpie massique de vaporisation du fluide pour T égale 273. Commenter l'ordre de grandeur en comparant à des ordres de grandeur connus. Alors ça, c'est une question pas évidente. En tout cas, la valeur de l'enthalpie de vaporisation, vous savez comment vous faites. Donc l'enthalpie de vaporisation, c'est toujours une variation. Donc vous prenez le liquide saturant et la vapeur saturante sèche ici et vous faites HV moins HL et ça vous donne ce qu'on appelle la chaleur latente de vaporisation massique. Donc en fait LV 273 Kelvin, donc c'était H 6. Alors je ne peux pas dire que ce soit moins H5 parce que H5 c'est pas du liquide pur, c'est un mélange diphasique. Moins donc H liquide à 273 Kelvin. Donc là, il fallait faire une lecture graphique pour lire ça. Et on trouve donc 198 kJ par kilogramme. Ce qui est faible. Pour l'eau, alors c'est là que certainement on nous demandait un petit peu de comparer à l'eau, c'est 3000 kJ par kilogramme. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus faible que pour l'eau. Et donc c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on choisit ce fluide-là, parce que les chaleurs latentes ne sont pas trop élevées. Ça permet de faire des changements d'état assez facilement. Alors 2B4, déterminer la fraction massique X au point 5. Alors ça, c'est une question très classique aussi. Donc comment déterminer la fraction massique au point 5? C'est l'application de ce qu'on appelle le théorème des moments. Alors vous savez qu'il y a une histoire de barycentre. Alors soit vous balancez directement le théorème des moments, on peut le faire, soit vous le redémontrez. Alors comment ça se redémontre? En partant de l'expression de l'enthalpie massique du mélange. Donc il faut bien expliquer qu'au point 5, on a un mélange liquide-vapeur avec un titre en vapeur et un titre en liquide. Alors on peut le donner directement si on est pressé. Donc X vapeur, c'est quoi? Ah, je ne me souviens plus. J'ai deux possibilités en gros. C'est, alors on va appeler ça ce point M, LM, si c'est liquide. Est-ce que c'est LM sur LV ou est-ce que c'est MV sur LV? Ça dépend si on me demande le titre en vapeur ou si on me demande le titre en liquide. Ah, je ne me souviens plus. Comment je fais? Bon, je crois que c'est LM sur LV. Comment je peux le vérifier? Je prends le point M
au point L, c'est tout bête, hein, mais tous les rapports de jury disent qu'il y a des gens qui se trompent et qui sont incapables de corriger leurs propres erreurs avec un raisonnement aussi rudimentaire que ça. Je prends le point M au point L, donc ça fait forcément LL, ça fait 0. Effectivement, au point L, j'ai du liquide pur, donc XV égale 0, donc c'est bien la bonne formule. Je prends le point M à la vapeur sèche, saturante, eh bien j'ai LV sur LV, ça fait 1, effectivement ça donne la bonne valeur, c'est tout simple, mais ça rapporte gros. Alors quand on fait ça, on trouvait 0,13. Donc c'est sans dimension bien sûr, hein, c'est un titre. 13% de vapeur. C'est logique, vous êtes du côté du liquide. D'accord? Alors est-ce qu'on doit redémontrer ça? Que dit l'énoncé? Il ne le dit pas vraiment, hein, mais d'où ça vient? Vous pouvez quand même réécrire l'enthalpie du mélange, donc H du mélange, qu'est-ce que c'est? C'est XV HV plus XL HL, mais XL c'est... Ça fait du bien de redémontrer ça. Vous avez la même chose avec toutes les grandeurs extensives. Hein, l'entropie, bon, bien, même si c'est ramené au kilogramme ici, hein, vous raisonnez sur 1 kg de mélange, et donc ça vous fait HV moins HL, XV plus HL. Hein, donc XV est égal à H mélange, c'est-à-dire HM en H, moins HL sur HV moins HL, c'est-à-dire ML sur LV en distance. Ça va pour tout le monde? Voilà la démonstration. Alors la partie 2C, je me suis aperçu que j'ai oublié de vous photocopier une annexe qui vous permettait de répondre à cette question. Alors soit on la fera un autre jour. Bon, c'était pas mal, c'est un petit problème ouvert. Mais là, il faut vraiment prendre le temps, hein, de le regarder, etc. Mais ça peut être intéressant. Peut-être qu'on le fera jeudi. Et je ne peux pas vous le faire aujourd'hui. Je vous ai donné que le diagramme. Donc, si vous voulez, on pourra le refaire. Alors, on va passer directement à la partie 2D. Efficacité de la pompe à chaleur. Alors là, c'est vraiment les questions les plus classiques. Donc dans la partie 2C, on nous demandait d'estimer le débit massique. Et là, on nous donnait une valeur donc, du débit massique. Donc on est en régime permanent. Ce débit massique se conserve. 2D1, le wattmètre mesurant la puissance électrique consommée par le compresseur affiche une valeur moyenne de 110 watts. Donc le compresseur, c'est ce qu'on va payer à EDF. Hein, il consomme 110 watts. Déterminer le rendement du compresseur. Et oui, parce que malheureusement, le compresseur nous fournit un travail de compression dans la phase 1-2. Et donc, il y a une puissance qui est associée, évidemment, mais tout ce qu'on va payer à EDF ne va malheureusement pas être converti en travail mécanique récupéré dans la machine. Donc comment est-ce qu'on définit un rendement? Vous le savez bien, c'est toujours ce qui est récupéré, ce qui est utile sur ce qui est coûteux. C'est toujours la même chose. Donc ce qui est utile, c'est le travail du compresseur. Alors nous, qu'est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît le travail du compresseur? On nous a fait calculer tout à l'heure le travail indiqué massique. Donc comment on fait pour passer? C'est comme d'habitude. Hein, le travail, on multiplie par le débit. Vous voyez, c'est toujours les mêmes questions. Bon, ben, ça rassure de voir qu'on sait les faire. Sur la puissance. Alors, ça faisait 0,42, ce qui est une valeur standard de rendement pour un moteur, un compresseur. Alors, 2D2, la pompe à chaleur est utilisée comme chauffage en hiver. Et après, on aura le mode réfrigérateur. Alors ça, ce sont des questions qu'on a déjà un petit peu traitées dans la première partie. Donner le sens de tous les transferts thermiques, on s'aidera pour cela d'un schéma. Alors attention là, ce schéma, ça ne va pas être comme le schéma qu'on avait fait, ça va être un schéma de Mickey, mais les flèches, cette fois-ci, on ne va pas les mettre dirigées vers le système pour lequel on a algébrisé les grandeurs, mais on va les mettre dans le sens réel des transferts. Alors ça, il faut bien l'indiquer parce qu'il ne faut pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Hein, donc les flèches sont dans le sens, je vais mettre des doubles flèches. Donc Mickey,
source chaude, source froide, le fluide caloporteur qui subit des transformations cycliques. Donc, on reçoit du travail. Alors, si vous faites un schéma comme ça, vous pouvez mettre des valeurs absolues partout, comme ça vous ne faites pas de double algébrisation. Parce que vu que vos flèches indiquent le sens réel des transferts, si en plus vous mettez à côté des grandeurs algébriques, il y a un peu de la confusion possible. Donc, vous prélevez le transfert thermique à la source froide. Donc, vous aurez, voilà, je mets des valeurs absolues partout, comme ça on est tranquille. Et on donne à la source chaude, donc parce que c'est un dispositif de chauffage. Voilà le sens réel des transferts. Définir l'efficacité de la pompe en tenant compte de la désurchauffe et du sous-refroidissement, mais sans tenir compte du rendement R du compresseur. Alors l'efficacité donc de la pompe à chaleur, donc c'est une efficacité réelle qu'on nous demandait ici. Ce n'était pas l'efficacité de Carnot. Alors c'est aussi ce qui est utile sur ce qui est coûteux. Donc, qu'est-ce qui va être utile? Ici, on reprend notre cycle. Quand est-ce qu'on est en contact avec la source chaude? C'est ici. Alors, on nous disait de tenir compte de ces deux étapes supplémentaires, d'après ce que l'on lit, ce qu'on appelle la désurchauffe et le sous-refroidissement. C'est bien ça? La désurchauffe, oui, c'est de 2 à 3 la désurchauffe. Et le sous-refroidissement, c'était de 3' à 4. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut prendre la variation d'enthalpie entre 2 et 4. Donc ça va faire Q de 2 vers 4, mais dans toutes ces parties-là, il n'y a pas de pièce mobile. Donc en fait, c'est directement, vous lisez toujours en appliquant donc, notre formule bazooka entre guillemets, donc là on le fait assez directement. Donc ça va être sur le travail donc, du compresseur, donc WI de 1 vers 2. Et en fait ça va être aussi, si on applique la formule, le premier principe industriel de 2 à 4, ça va être aussi donc H4, H de 2 vers 4, donc H4 moins H2 que l'on lit directement sur le diagramme des frigoristes. Alors là aussi, malheureusement, sur votre diagramme photocopié, vous n'aviez pas les valeurs parce qu'on n'avait pas les valeurs des enthalpies en bas. Donc on va donner la valeur. Voilà, ça fait moins 204 kJ. Donc c'est négatif. Alors ça aussi, c'est négatif, c'est normal. Puisque en contact avec la source chaude, le système cède de la chaleur sur le travail. Et donc, ce rendement faisait 9,27. Voilà, c'est sans dimension. C'est plus grand que 1. C'est pas gênant. On l'appelle plutôt souvent efficacité que rendement d'ailleurs. Voilà. Faire l'application numérique, comparez-la à l'efficacité de Carnot. Alors là aussi, c'est les questions super classiques. Alors attention, pour Carnot, il y avait 2 C. Et puis pour la pompe à chaleur, il n'y avait qu'un seul C. Donc il fallait la comparer au rendement de Carnot réversible. Donc T chaud sur T chaud moins T froid. Donc il faut prendre les températures des sources froides et chaudes. Et là, on trouvait 11,5. Alors les sources d'irréversibilité, qu'est-ce que c'est pour les échangeurs de chaleur? Commentez-les toujours, les sources d'irréversibilité. C'est toujours les inhomogénéités de température. Les échanges thermiques ne se font pas de façon réversible, de façon isotherme. Et donc, c'est à cause de ça que le cycle n'est pas réversible. Alors, que valent les efficacités calculées précédemment si l'on tient compte du rendement du compresseur? Eh bien, à ce moment-là, ça devient assez dramatique. Parce que là, on a fait comme si le compresseur, tout le travail électrique consommé par le moteur du compresseur était converti en travail mécanique. Mais si maintenant on tient compte du fait que seulement 42% de l'énergie fournie au compresseur est effectivement
converti en travail mécanique, il faut multiplier l'efficacité réelle par 0,42. Vous voyez, et donc du coup, l'efficacité réelle, elle en prend encore un coup. Hein, donc, en tenant compte maintenant du... donc c'était la question... C'était la question petit e. Donc en tenant compte du compresseur, donc à ce moment-là, on aura un état prime, donc c'est état C fois donc le rendement du compresseur. Donc on remultiplie ça par 0,42 et ça fait 3,9, donc au lieu de 9,27, mais c'est beaucoup plus réaliste. Écoutez, j'ai envie d'arrêter là parce qu'après c'est pareil, mais en réfrigérateur, comme ça on a le temps de faire autre chose. Oui, Maximilien? Oui, où est-ce que c'est ça? C'est dans quelle question? La désurchauffe. Alors ça permet en fait d'entrer dans le serpentin condenseur à la limite de l'apparition de la première goutte de liquide en fait, puisque là tu es dans la zone vapeur sèche, donc tu es à une température assez élevée. Donc l'idée, si tu veux, c'est qu'avant de rentrer en contact avec la source chaude, où on va libérer le transfert thermique, on refroidit déjà la vapeur sèche pour arriver déjà ici à la limite d'apparition de la première goutte de liquide. C'est un peu de la paraphrase, hein, ce truc-là, mais bon, voilà, c'est ça. Et le sous-refroidissement, c'est un peu pareil. Enfin, c'est un peu pareil. Ici, on est en liquide saturant, on est sur la courbe de saturation. Donc là, tu as du liquide saturant. Et là, ici, donc tu refroidis encore le liquide avant de l'envoyer dans le détendeur. Voilà, donc tu es bien sûr que dans le détendeur, à l'entrée du détendeur, tu as du liquide pur. Tu es dans la zone liquide pur. Il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Par contre, ce qui est important ici, là, au niveau du compresseur, vous voyez, ça, c'est un petit truc important. C'est la question d'après que je ne fais pas parce que j'arrête ici. C'est le liquide choc. Hein, éviter ce qu'ils appellent le liquide choc, le choc du liquide. C'est-à-dire que ça, par contre, c'est important pour ne pas endommager le compresseur. S'assurer qu'avant de comprimer le fluide, il est bien sous forme de vapeur sèche. Et c'est pour ça qu'ici, on a cette petite transformation supplémentaire à la sortie de l'évaporateur de 6 à 1. Vous voyez, de le mettre bien sous forme de vapeur sèche pour pas qu'il y ait de liquide à l'entrée du compresseur, ce qui pourrait être dommageable au compresseur. Ça, c'est vraiment aussi important. Voilà, on arrête ici. D'accord ?